Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison ici même à Lorena TV. J'ai l'honneur de vous accueillir sur un nouveau plateau pour une toute nouvelle émission, le 26 minutes plus, une émission bimensuelle dans laquelle je recevrai des personnalités qui forgent l'attractivité de votre territoire entre Metz et Nancy. Ce soir, pour cette grande première, nous tisserons ensemble le portrait de David Decker. Il s'inscrit dans une politique du zéro déchet en recyclant des pièces de vélo pour en faire des accessoires de mode. Croyez-moi, ça va vous donner des idées. On s'embarquera également dans le monde de Sébastien Pietta, magicien et hypnotiseur. Une seule chose à vous dire, laissez-vous rêver. On parlera également du festival Metz Beer Fest qui se tient actuellement à Metz, d'un projet humanitaire mené par deux sœurs mosellanes intitulé Dessine-moi une gazelle. Et pour commencer, je vous propose qu'on parle de la 10e édition du marathon de Metz-Mirabel qui se déroulera le 13 octobre prochain. Le marathon de Metz-Mirabel est notre invité de ce 26 minutes plus. Ils m'ont rejoint sur ce plateau, Dominique Boussa, l'ancien président de l'association Metz Marathon, en plus sportif, 96 marathons à vos compteurs. Il est à votre gauche et à ma droite, il vous est succédé, Hubert Emringer, le président de l'association Metz Marathon. Bonsoir à vous deux. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette 10e édition du marathon de Metz-Mirabel, mais on va revenir un peu au début, à la première édition. Dominique Boussa, comment vous est venue l'idée d'inscrire un marathon dans la ville de Metz? À Metz, il y a une tradition de course à pied qui est de longue date, puisque nous avons mis en place un marathon dans les années 70, et il n'y en avait pas beaucoup en France à l'époque. Il y a eu une volonté municipale de faire renaître le marathon à Metz en livrant la ville aux coureurs. Alors, comment que ça s'organise un peu un marathon de Metz-Mirabel? Comment, en tout cas, s'est organisée la première édition du marathon de Metz-Mirabel? Vous vous en rappelez? Oui, tout à fait. Ça nous a pris une bonne année avant même de lancer la première édition. Ce qui est essentiel pour un marathon, c'est le choix du parcours. C'est vraiment ça qui nous a préoccupés d'emblée. Il faut que le parcours soit à la fois attrayant, parce que c'est une épreuve dure, donc il ne faut pas qu'on se trouve en chute de motivation. Et puis, il faut aussi que ce soit un marathon qui soit compatible avec la demande, c'est-à-dire il y a un cahier des charges qui est très compliqué, qui tient à la qualité de l'accueil des coureurs et bien sûr à la nécessité de leur offrir des conditions de course les meilleures possibles. Alors, vous l'avez dit, un marathon, il faut que ça soit attractif. On dit souvent, et on le dit, que le marathon de Metz-Mirabel, c'est 42 km d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on donne ce nom à ce marathon? D'abord parce qu'il s'appelle Marathon de Metz. La volonté de la ville de Metz, lorsqu'ils ont initié sa deuxième vie pour le marathon de Metz, c'était d'en faire une vitrine, une valorisation, un outil pour valoriser la ville. C'est la raison pour laquelle un gros tiers du parcours se déroule dans la ville elle-même, sur le plateau piéton, et à travers 3000 ans d'histoire, parce que la ville de Metz, c'est 3000 ans d'histoire. C'est une ville extrêmement riche pour ça. Et donc on a identifié, nous, sur le parcours, 42 points d'histoire, devant lesquels les coureurs vont passer. Alors ça va de la cathédrale au centre Pompidou, à tout un tas d'endroits plus ou moins célèbres, mais l'idée c'est de leur offrir une promenade magnifique dans une ville différente et extrêmement riche à ce niveau-là. Alors ces 42 points, ils vont être traversés dimanche prochain, le 13 octobre. Vous personnellement, quels sont les lieux que vous retiendrez de ces 42 points du marathon de Metz-Mirabel, personnellement? Bien évidemment, au premier chef, la cathédrale, bien évidemment. Et puis, pour faire un saut vers l'avenir, passer de la cathédrale au centre Pompidou, qui correspond exactement au 10e kilomètre. Indépendamment de cette incursion dans les hauts lieux architecturaux et culturels de la ville, c'est aussi un marathon vert dans la mesure où il s'évade à la campagne vers les villages du sud messin, et cette alternance permet aux coureurs d'avoir une meilleure, de souffrir moins, parce qu'ils se trouvent davantage en situation d'alternance des efforts. Vous, Hubert Emringer, quel serait le lieu personnellement qui vous marque sur ces 42 points?
Alors, moi, à l'intérieur de la ville, ce serait, oui, la cathédrale, bien évidemment, le centre Encore une Pompidou, fois, parce oui. que c'est un grand écart. La place Saint-Louis, c'est bien aussi, parce que c'est d'une architecture tout à fait particulière. C'est très beau, et puis, voir les coureurs qui y passent, c'est sympathique. Après, Dominique a parfaitement raison, le marathon de Metz veut être un marathon vert. On a le label Agenda 21 pour le marathon depuis quelques années. On veut cultiver cette différence. Et donc le fait de nous évader dans la campagne sud-messine, c'est un point extrêmement positif et les coureurs apprécient parce que les paysages sont, comme il va faire très beau évidemment, les paysages sont agréables et totalement différents. C'est la ville et c'est la campagne. C'est pour ça que chaque année, on a davantage de coureurs qui s'inscrivent à ce marathon. Est-ce que vous avez un peu les statistiques pour le week-end prochain? Combien on attend de coureurs, selon vous? On est sur l'ensemble des courses, on attend probablement plus de 7000 coureurs. 7000. Hein, parce que nous n'avons pas que le marathon à offrir aux coureurs. Vous avez d'autres parcours, hein. Il y a d'autres. On peut courir le marathon à plusieurs déjà. Donc il y a un relais à 4 ou un relais à 2, qui correspond donc à 2 semi-marathons. Il y a une course pour les enfants qui a beaucoup de succès dans la mesure où, au lieu de les laisser partir comme une volée de moineaux, on leur impose une certaine discipline, ils choisissent un contrat et ils essayent de le réaliser. Ça peut être 10, 15, 20, 30 minutes. Et bien sûr, nous avons la course populaire, les 10 km qui sont à la portée de tous. Et en plus de ces courses, hein, il faut qu'on le dise, le 13 octobre prochain, on va côtoyer des pointures, hein, sur ce marathon parce que le marathon de Metz-Mirabel accueille pour la deuxième fois le championnat de France de marathon. Double fierté, on ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau pour cet anniversaire des 10 ans. C'était un peu fait exprès, on a essayé de provoquer les choses. Mais c'est vrai que c'est une marque de confiance qu'il faut relever parce que c'est très rare d'avoir un marathon 2 fois dans la même ville à un délai aussi rapproché, c'était 2014. Oui. Et donc c'est la preuve que les équipes de Dominique sont réputées et ça fait un marathon attractif pour les coureurs. Alors on aura des pointures parce que championnat de France, on aura donc les meilleurs Français et sur le marathon et sur le 10 km puisque le 10 km est une course labellisée fédération également. Donc voilà, ceux qui vont s'inscrire, on peut encore le faire, hein. Si on n'a pas préparé le marathon, c'est un peu compliqué, mais on peut encore s'inscrire au marathon. Il y en a qui le font en dernière minute pour éviter de se blesser ou de s'inscrire en étant blessé. Et on peut s'inscrire sur le 10 km jusque le matin même du marathon. Donc ils vont côtoyer les meilleurs coureurs français. Alors, la Fédération française d'athlétisme vous a fait à nouveau confiance, hein, pour cette deuxième fois. Pourquoi? Parce que Metz, on peut dire, c'est un terrain qui est propice au marathon. Il y a une vraie culture de la course à pied, et notamment du marathon. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1973, il y avait 2 marathons en dehors de Metz. Le championnat de France et Neuf-Brisac. Donc il y a eu également un semi-marathon qui s'est déroulé pendant 10 ans. Hein. Et je pense que si la fédération nous fait confiance, ce n'est pas par hasard. Il y a un savoir-faire incontestablement de la Fédération française d'athlétisme. Alors vous l'avez dit, Hubert Emrelinger, on peut encore s'inscrire, hein, pour le marathon de la semaine prochaine. On va directement sur votre site internet www.metz-mirabel.fr. Le lien s'affiche juste en bas de votre écran. Alors Hubert Emrelinger, je voudrais un peu vous poser une question parce que vous, ça fait à peu près 1 an que vous êtes en tant que président. Un an et demi. Un an et demi, en tant que président de l'association Metz Marathon. Vous allez vivre donc votre première édition réellement en tant que président. Vous l'avez construit, cette 10e édition. Comment que ça s'est préparé? Quelles sont les particularités de cet anniversaire? La première particularité, c'est qu'on n'est pas seul, sinon on ne peut rien faire. Un président, il ne sert pas à grand-chose, vous savez. La manifestation, elle est organisée par 800 bénévoles, une partie de permanents qui composent l'association Metz Marathon, et une partie de bénévoles qui viennent au soutien et à l'organisation à partir des dernières semaines. Je crois que le jour même, on n'est pas loin de 800 à la fois sur le parcours et sur le village. Sur le village qui a lieu, donc qui se déroule place de la République et sur la place de Metz, il y a 22 000 personnes qui vont passer pendant le week-end. Le samedi, tous les coureurs viennent chercher leur dossard. On a tout un tas d'animations. On a énormément de choses qui vont s'y passer. On a des exposants. On est parrainé cette année par le Conseil de l'Europe. On a un colloque européen le samedi matin. On a un invité d'honneur qui est l'armée.
Donc cette année, championnat de France 10e édition, le départ du marathon va être donné avec un coup de canon. Donc, bon. On va pouvoir dire que Metz, pendant tout le week-end prochain, va vivre au rythme du marathon de Metz-Mirabel. Je vais me tourner vers vous, Dominique Boussat, avec 96 marathons à votre compteur. Déjà, bravo pour ces très très beaux palmarès. Je présume qu'on ne s'improvise pas coureur d'un marathon de 42 km du jour au lendemain. Quelles sont les conditions physiques pour courir un marathon de 42 km? Alors Hubert disait et encourageait les coureurs à s'inscrire encore maintenant. C'est vrai, mais à la condition qu'ils se soient préparés, hein, bien évidemment. Bon, ce n'est pas une épreuve surhumaine, mais c'est une épreuve rigoureuse. Il faut vraiment une préparation de longue haleine. Il faut d'abord avoir couru sur des distances plus courtes, bien évidemment. Le 10 km, c'est pour ça que nous le proposons aux coureurs. Le semi-marathon, nous proposons la possibilité de faire le marathon à 2 pour s'y préparer. Et bon, enfin, le marathon, on a tous quelque part l'envie d'avoir couru un marathon et on a ce projet. Et même l'engouement pour les courses nature qu'on connaît à l'heure actuelle ne dément pas l'intérêt pour le marathon, on le constate. Quel serait le message de motivation que vous leur donneriez à ces marathoniens du week-end prochain en tant que coureur aguerri? Bon, le marathon, il faut durer. C'est une épreuve d'endurance, comme le nom l'indique, et par conséquent, il faut vraiment qu'ils daugent leur effort de la manière la plus intelligente possible. Il y a une boutade que l'on a l'habitude de mettre en avant. Le marathon, on part doucement et après on ralentit. Ben voilà, vous avez tout résumé. Merci infiniment, Dominique Boussat. Dernière question très rapidement. Pour vous, personnellement, quels sont les atouts ou quel est l'atout du marathon de Metz-Mirabel? Son parcours. Il est réputé comme étant roulant. Ceux qui veulent faire une performance savent qu'à Metz, ils ont la possibilité de le faire. Vous, Dominique, quel serait l'atout ou les atouts du marathon de Metz-Mirabel? Très rapidement. Pardon? Très rapidement, quels seraient les atouts ou l'atout La qualité de l'accueil. Incontestablement, nous avons 800 bénévoles, peut-être même encore davantage, et ces gens-là se dépensent sans compter. Et ceux qui sont venus à Metz, et cette année ils viendront de tout l'Hexagone, auront l'occasion d'y revenir parce qu'ils nous diront, comme chaque année, on ignorait que Metz avait cette qualité d'accueil et que la ville était aussi belle. Est-ce que Dominique, on vous verra le week-end prochain courir votre 97e marathon? C'est pas vraiment compatible avec l'organisation. On essaie de le convaincre, mais il est difficile à convaincre. Bon, on a encore une semaine, vous avez encore une semaine pour le convaincre. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été à nos côtés. On rappelle votre site internet www.metz-mirabel.fr pour les dernières inscriptions. On y retrouve également toute votre actualité. Merci infiniment à vous deux. Après un tel effort, il faut se dégourdir et se rafraîchir. Quoi de bon qu'une bonne bière avec modération, bien évidemment. Et ça tombe bien, vous êtes sûrement en train de finir votre entraînement pour le marathon de Metz-Mirabel où vous avez tout simplement l'envie de boire un coup entre amis. Et bien, direction le festival Metz Beer Fest qui se tient actuellement à Blida. On fait un point sur le dernier jour qui se passera demain, le 3e et dernier jour du festival avec Telly Jalabert, l'attaché de presse du festival. Le dimanche, on ouvre à 11h, ce sera donc la dernière journée, la dernière chance pour pouvoir rencontrer les 24 brasseries européennes qui ont fait le déplacement jusqu'à chez nous, jusqu'à Metz. Ce sera aussi la dernière occasion pour rencontrer Hervé Marzoulou, l'éthologue, qui est d'ailleurs lorrain, et qui a fait ses marques dans la matière de la virologie. Et il anime trois ateliers, initiation à la dégustation, accord mets et bière, et les grands styles de bière. Donc, il faut s'inscrire aux ateliers. Et enfin, dernière activité principale, c'est Escape Beer. Donc une toute petite escape game de 15 minutes spécialement sur mesure par les Lumière. Metz Beer Ale. Bon festival. Nous allons donner une seconde vie à nos vélos et ça grâce à David Becker. Il recycle les pneus et les chaînes de ces derniers pour leur donner une seconde vie en accessoires de mode. Une idée originale qui s'inscrit dans une politique écologique. David Becker est notre portrait de ce 26 minutes plus.
Bonsoir David Decker, merci d'être avec nous ce soir pour cette grande première. Alors je l'ai dit précédemment, en plus vous êtes venu en compagnie, donc je l'ai dit, vous recyclez des objets de vélo pour en faire des accessoires de mode. Comment vous est venue cette idée de recycler des pneus, des chaînes de vélo pour en faire des accessoires de mode? Bon, le recyclage, j'ai touché à pas mal de choses déjà pour faire du recyclage, mais bon, le déclic est venu lors d'un de mes séjours. Je pars tous les 2-3 ans en Afrique pendant un mois, sac à dos, et puis je découvre des villages. Et bon, quand on arrive sur les capitales, j'aime bien fouiller, aller voir les petits créateurs. Et à un moment, j'ai vu, ça c'était sur Marrakech, un créateur qui découpait des pneus de mobilette et qui habillait des meubles avec. Et le déclic est venu là, de là, il y a à peu près maintenant 12 ans. Parce que c'est vrai que ça fait 12 ans que j'en fais, et juste maintenant 2 ans et demi que j'en commercialise. D'accord. Alors, où vous pouvez trouver votre matière première? Je présume que c'est pas seulement tous vos pneus personnels. On vous les rapporte, on vous contacte pour vous les donner? Ça a commencé donc au début, quand j'ai commencé mes premières ceintures, ça a été par l'intermédiaire de mon frère qui tient un magasin, Yoda Bike, sur Longeville-les-Metz, donc il m'a fourni ses premiers pneus. Et après, c'est vrai que les différents magasins de Metz ont joué le jeu. Et beaucoup de personnes maintenant savent que je recycle, alors me ramènent leurs pneus ou les mettent de côté. Et les chaînes de vélo aussi. En sortant du travail, je vais faire les poubelles des magasins de cycle. Pour une bonne cause, j'ai envie de dire. Oui. Le recyclage, toujours, voilà. encore une fois, dans cette lancée de l'écologie. Alors, on l'a vu à l'écran, en gros plan, ces ceintures, ces bracelets. Dans quelques instants, on va voir un peu la finalité de un de ces objets. Mais vous faites ceci pour une action d'écologie, mais aussi une action solidaire avec votre association, les Rencarts Solidaires. Racontez-nous un peu cette présentation, faites-nous la présentation de cette association. Quel est son objectif et son but premier? D'accord. Donc je l'ai créée donc il y a juste 2 ans, cette association, mais depuis que je vais en Afrique, ça fait à peu près donc une vingtaine d'années. Et j'aidais sur mes propres fonds des personnes. J'arrivais dans un village, je vivais avec eux. Ils ne savaient pas que j'allais les aider. J'allais à la pêche, au champ. Et à la fin de mon séjour, au bout d'un mois, je leur proposais si je pouvais les aider sur certaines choses que j'avais vues. Par exemple, acheter un mulet, une charrette pour aller vendre des mangues plutôt que de les porter dans des paniers sur 10 km pour les 2-3 familles, des matériaux pour avoir un toit étanche. Ou des frais de scolarité, s'engager sur des frais de scolarité pour des jeunes pendant 5, 7, 8 ans, 10 ans. Là, les premiers jeunes que j'ai aidés il y a maintenant à peu près 10 ans sortent de la fac là, et un projet notamment, il y en a un qui commence à lancer, qui me sollicite là, donc pour un projet plus important, donc où je vais devoir mettre, je pense, les bénéfices de mes ventes de 2-3 ans sur ce projet-là. Donc voilà ce qui me motive. Il y a la création, c'est une chose, le recyclage, les pneus ne sont pas du tout recyclés, les pneus de vélo, mais après, c'est ce côté solidaire, après, c'est ce qui me fait vivre. C'est pour quand le prochain départ? L'année prochaine, donc, les pays, donc ça avait commencé un peu par le Maroc du Sud, et après c'était donc, là j'ai fait tous les recoins du Sénégal. Donc je ferai, et pour l'année prochaine, je vais envisager un autre pays maintenant, donc peut-être un peu plus défavorisé. Le Sénégal commence à avoir quand même un niveau de vie assez développé. Eh ben, je vous propose de mettre votre lien d'association, les Rencarts Solidaires. Le lien s'affiche juste en bas de cet écran, et on peut suivre toutes vos aventures et ce très beau périple et cette très belle action que vous menez. Alors, vous êtes pas venus les mains vides, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer à nos téléspectateurs, et surtout, voilà, combien de temps ça prend un peu pour fabriquer une ceinture? Parce qu'il y a le découpage, c'est assez technique quand même. Oui, il y a beaucoup de temps. Une ceinture, toute étape confondue, hein, du moment où je vais commencer à découper les pneus, il y a des trames dedans, c'est assez dur. Jusqu'à la finition, à un moment où je vais retravailler le produit ou pour le lustrer, ça peut varier entre 2 heures et 4h30. Bon, je rattache les boucles de ceinture avec aussi tous des maillons de chaîne qui sont récupérés, recyclés, dérivés, dégraissés, et après remontés pour maintenir les boucles ou les passants. Je travaille, les passants, on peut retrouver des passants
avec les marques des pneus, les Continental, les Michelin. Donc chaque ceinture a sa marque de fabrique, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y en a pas une pareille. Donc chaque objet est unique, on peut le dire, parce que la découpe n'est pas la même. Ouais, la taille est faite sur mesure, sur demande. J'essaye de ne pas en refaire deux pareils. Voilà. Donc ça c'est plaisant. Je m'amuse à dire que toutes les créations que je fais, je les garantis à vie. Tant que je vis. Donc, je fais des petits bracelets aussi donc avec les pneus, ou alors après avec les maillons de chaîne, en partant des maillons d'une chaîne, hein, pareil dégraissés, on peut retrouver des petits maillons de chaîne, de la cordelette qu'un fabricant allemand donc m'envoie, donc ce sont des chutes de cordelette du recyclage là, encore aussi. Une fois, du recyclage. Voilà. J'arrive à faire donc après des petits bracelets comme je porte sur moi, hein, que je rattache après avec du petit fil de cuivre de différentes couleurs. Je fais des boucles d'oreilles aussi, dans le même principe, des porte-clés, sur demande, des colliers de chiens, des longes pour l'équitation. On peut faire beaucoup de choses avec des pneus de vélo, n'empêche. Ouais, on ne roule pas simplement, on peut dire alors. Voilà, on ne roule pas, c'est vrai, tout à fait. Moi, je cycle et je recycle. Eh bien, très belle initiative. Merci infiniment, David Descartes, d'avoir été à nos côtés. On le rappelle, à votre site internet www.lesrencartssolidaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour votre prochain départ notamment? Pas grand-chose. Pour ça, de ce côté-là, je suis comblé. C'est de pouvoir continuer ça le plus long. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. De continuer dans cette aventure que vous avez, aussi bien du recyclage, mais aussi solidaire. Merci infiniment, David Descartes. Et vous allez voir que ces deux jeunes sœurs mosellanes, Claire et Pauline Collin, elles participent au Raid Femina Aventure, également une aventure humaine. Elles portent le numéro 11 et forment la team Rally Sister au programme 10 jours de course dans un but humanitaire. Pauline Collin nous explique les différentes actions qu'elles mèneront. Écoutez. Cette année, on va aider un village entier. Habituellement, c'est une école. L'école a déjà été inaugurée il y a quelques années par le rallye. Cette année, on va donc créer une bibliothèque médiathèque à côté de l'école. Ce sera une pièce qui permettra aux enfants le soir, à la sortie de l'école, de être dehors dans les villages et de pouvoir un endroit au calme pour travailler. Et pour s'amuser, faire des jeux entre eux. Et ensuite, c'est un petit village qui se trouve au bord des dunes de Merzouga, qui est très sensible aux tempêtes de sable, aux vents de sable, etc. Ils vivent uniquement de leur palmeraie. Et du coup, le canal qui amène l'eau jusqu'à la palmeraie se bouge assez régulièrement. Et pour eux, c'est très compliqué de dégager les kilomètres de canaux. Du coup, on vient leur donner un petit coup de main avec nos petites pelles, nos lunettes, et on va essayer de nettoyer tout ce canal pour permettre au village qu'ils aient plus d'eau et leur permettre d'avoir des meilleures récoltes dans la palmeraie. Parce qu'il faut savoir que c'est leur seul moyen de revenu, et donc s'ils perdent cette palmeraie, le village ne pourra plus avancer. On leur souhaite une très belle aventure et surtout une très belle course. Vous pouvez suivre leur aventure sur leur page Facebook. Dessine-moi une gazelle. Le lien ne tardera pas à s'afficher en bas de cet écran. À présent, place à la cuisine de Clément. Voici le jingle qui arrive sans plus tarder. Le voici, la cuisine de Clément. Nous allons faire connaissance de Clément de la chaîne YouTube La Cuisine de Clément. Rappelez-vous, nous l'avons rencontré en mars dernier. Il nous avait cuisiné ici même sur l'ancien plateau de Lorraine TV, un club sandwich américain. Pour cette nouvelle saison, il a décidé de venir régulièrement dans l'émission pour nous présenter en moins d'une minute une recette simple, pas chère et surtout très savoureuse. Voici la recette de cette première émission. Qu'est-il prévu pour ce premier menu ? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des pâtes au chorizo, une recette très simple et rapide à réaliser. Pour les ingrédients, ça sera à la fin de la vidéo. Voilà, je vous laisse avec la recette. Donc la première étape, on va prendre les poivrons et on va les couper en petits morceaux. Ensuite le chorizo, je le coupe en rondelles. Et attention, j'ai enlevé la peau avant. Je coupe les olives en petits bouts, ce qui me permet d'enlever le noyau en même temps. Ici, j'ai pris des olives à la grecque. Dans une poêle, je fais chauffer l'huile d'olive et je rajoute les poivrons. Je laisse cuire environ une dizaine de minutes.
Ensuite, je rajoute le chorizo, le concassé de tomates et la crème. Je vais bien réduire pour avoir une sauce onctueuse. On met sur environ une dizaine de minutes. Je sers les pâtes avec la sauce. Je saupoudre d'olive noire. Pour les amateurs, on peut mettre même du parmesan. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se retrouve une prochaine dans Lorena TV. Très bonne journée. Voilà, on vous souhaite une très très belle dégustation. On retrouve Clément sur sa chaîne YouTube, La Cuisine de Clément. Avant de finir cette émission, je vous propose de faire connaissance avec un magicien et hypnotiseur. Sébastien Pietta est notre talent artistique de ce 26 minutes plus. Sébastien Pietta, notre talent artistique, le voici. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ça va? Bah, très bien, Merci. Ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, tu es magicien et hypnotiseur. On va revenir un peu au niveau du début. À 5 ans, tu t'es questionné un peu sur des questions de la vie quotidienne. Raconte-nous un peu cette période. Alors beaucoup de magiciens ont leur grand-père qui était magicien. Et moi, c'est pas mon cas. Ce qui m'a fait m'intéresser à la magie, c'est que depuis tout petit, je me posais un petit peu des questions existentielles sur la vie, du style pourquoi on est là, est-ce qu'il y a un but, comment tout ça a commencé, etc., etc. Et du coup, c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la magie, puisque c'est entre guillemets faire des choses qui semblent impossibles, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur et ça arrivé vers Exactement. 13 ans, c'est ça? C'est ça, vers 13 ans, en fait, j'ai rencontré un magicien, en vrai, qui a fait des tours de magie. Ça m'a vraiment impressionné et j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors j'ai commencé à prendre mes premiers tours et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Tu as une particularité, c'est d'être magicien et en même temps hypnotiseur. Exactement. L'hypnose, c'est pas arrivé en même temps que la magie, aux alentours de 13 ans? Non, l'hypnose, c'est venu plus tard. Alors j'ai appris la magie. Et toujours un peu dans cette quête de réponse à ces questions existentielles, je me suis tourné vers ce qui est un peu moins physique, plus qui est rattaché à l'esprit, etc. Donc j'ai appris le mentalisme. Et après, j'ai appris l'hypnose vers l'âge de 16-17 ans à peu près. Alors comment que ça se passe un peu les entraînements de magie? Comment on devient hypnotiseur? Alors, les entraînements de magie et d'hypnose sont différents. Alors, les entraînements de magie, quand j'étais au collège, je me souviens, je me promenais avec mon jeu de cartes, j'avais une pièce que je manipulais, etc. Et je m'entraînais tout le temps, que ce soit en cours, que ce soit à table. Et pour l'hypnose, c'est différent. En fait, j'ai appris pareil, tout seul, aussi en autodidacte. Et je me suis entraîné tout d'abord sur ma famille, puis sur des amis d'amis, jusqu'à temps d'en faire sur des inconnus. Et voilà. Les endormir. Parce qu'à l'heure actuelle, tu fais de la scène. Quelles sont les différentes prestations que tu proposes? Tu fais principalement du close-up concernant la magie, c'est ça. Alors moi, je suis vraiment spécialiste en close-up. Donc, j'interviens pour différents événements privés ou professionnels. Donc, pour les prestations de magie, ça peut se faire durant des cocktails, durant des repas. Et pour ce qui est de l'hypnose, ça se fait sur scène. Voilà, directement dans des événements privés tels que des mariages, etc. Ou alors pour des événements d'entreprise. Ou sur un plateau de télévision. Ou sur un plateau de télévision, comme exactement. Ici ce soir. Alors, Sébastien, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que la magie existe à l'heure actuelle, à aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend de comment on va définir la magie. Si la magie, c'est faire l'expérience de choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvertes et qu'on ne peut pas expliquer. Et je pense vraiment que la magie existe, et la magie existe particulièrement dans les yeux des spectateurs. Ouais, c'est-à-dire que tu peux l'apercevoir. Et pour l'apercevoir, il faut un petit peu... Voilà, tout le monde. Il faut un petit peu, retourner en enfance, en fait. Retrouver ses yeux d'enfant, mettre de côté son esprit critique, rationnel. Et d'ailleurs, j'ai ramené un petit cadeau pour toi pour t'aider à retourner en enfance. C'est tout simplement une petite gaufrette que ma grand-mère me donnait quand j'étais petit. Je m'en rappelle de ces gaufrettes. Tu les avais aussi? Alors tiens, je te la laisse juste ici. Très bien. Et la mange pas tout de suite. Hein. D'accord, On va la laisser juste là. Je vais te demander maintenant de choisir une carte. J'ai ramené un jeu de cartes avec moi. On va tenter une expérience que vous pouvez aussi, à laquelle vous pouvez aussi participer si vous êtes derrière la caméra. Je vais te demander de choisir dans ce jeu une carte. D'accord? Alors, on a plein de cartes différentes. Je vais les montrer aussi à la caméra. Ouais. Hop. Très bien.
Et je vais te demander de prendre une carte. Alors, pour être sûr que tu ne sois pas complice, tu n'es pas complice. Absolument pas. On s'est entretenu rapidement avant l'interview, mais j'ai pas vu le tour. Très bien, tu mens très bien. Alors, je vais te demander de choisir une carte vraiment au hasard dans le jeu. Tu me dis stop quand tu veux. Stop ici. Tu prends la carte et tu ne la montres pas à la caméra. D'accord, je la regarde pour moi. Tu la regardes pour toi et tu ne la montres pas à la caméra. D'accord. Tu la caches bien et vous allez pouvoir participer à cette expérience même derrière votre écran. Je vais te poser quelques questions et le but, ça va être de ne pas répondre. Tu es prêt? Ouais. Allons-y. Très bien, tu as répondu, super. Alors regarde, tu vas te tourner légèrement vers la caméra et je vais te regarder aussi, ça peut être une carte rouge ou une carte noire, on est d'accord? Une chance sur deux. Alors le rouge, peut-être qu'on va le mettre de ce côté-là et le noir plus ici. Je dirais que c'est une carte noire, très bien. Maintenant, ça pourrait être du pic ou du trèfle. Le pic, on pourrait le mettre juste ici et le trèfle plutôt ici. Ouais, peut-être là ou là. Très bien. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne peux pas vous entendre, mais je dirais que c'est du trèfle. Est-ce que c'est bien du trèfle pour le moment? Ouais, très bien. Maintenant, il reste encore 13 cartes. Alors peut-être que c'était un coup de chance, quoi. Une chance sur 4. Concentre-toi. Détends-toi, essaye de n'avoir aucune réaction. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Alors ça se voyait qu'il a mis un petit peu de temps à se concentrer et ça se voyait que la carte n'était pas au début parce que tu étais relax, tranquille. Par contre, au bout d'un moment, tu as commencé à te crisper parce que je t'ai demandé d'avoir aucune réaction. Et ça s'est passé sur une carte en particulier parmi 52 cartes. Est-ce que ta carte, c'était la dame de trèfle? C'est bien ça, montre-la à la caméra, tu peux me montrer. C'est bien, la dame de trèfle. Bravo, mais c'est impressionnant. J'essaie de me concentrer et de me contenir et j'essaie de faire aucun signe distinct pour... Impressionnant. Parfois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Peut-être que si. Alors, on va tenter une dernière expérience pour finir. Avec cette dame, on va la rendre en fait un petit peu unique. Alors, pour la rendre unique, ce que je vais faire, c'est que je vais la déchirer. Voilà, comme ceci. Très bien. D'accord. Ouais, j'achète beaucoup de jeux de cartes. Et maintenant, le but, ça va être de faire disparaître ce bout de carte, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas pris de manche exprès, voilà. Et normalement, dans ma poche, j'ai un téléphone portable, juste ici, et j'ai aussi un briquet. Très bien, et je vais te donner ce briquet. Super, tiens. Et je vais te demander de l'allumer. Très bien. Et un chimiste très connu a dit un jour la phrase suivante: rien ne se perd, tout se transforme. Alors on pourrait croire que ce bout de carte a disparu, mais il est encore quelque part, mais on ne peut pas le voir. D'ailleurs, dans cette pièce, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent, telles Internet, Lorena TV. Vous êtes en train de regarder en direct, et ce qui est bien, c'est que ce bout de carte est encore dans l'air, et on peut essayer de le faire réapparaître, mais d'une façon plus numérique. Juste ici, hein, comme si on pouvait rassembler l'esprit de la carte, et juste comme ça, faire apparaître à l'intérieur du téléphone portable. On a le bout de la dame de trèfle. Et on peut faire une dernière chose pour finir. Juste comme ça, on peut récupérer ce morceau de carte. Et tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit, pour percevoir la magie et pour se laisser toucher, impressionner, il faut retrouver ses yeux d'enfant. Et je t'ai donné pour ça des gaufrettes. Tu sens le truc venir. Je sens. Est-ce que tu peux prendre le paquet? Regardez qu'il n'y a pas d'ouverture, il est bien fermé. Oui, il est bien fermé. Et très bien scellé, oui, je très confirme, bien. je confirme. Très bien, maintenant, tu peux l'ouvrir, ouvre-le. Donc je confirme que c'est également une vraie biscotte. C'est une vraie biscotte qui a l'air très appétissante. Totalement. Et à l'intérieur du papier, on a bien un morceau de carte et on va regarder que ce soit exactement le même. Je te laisse regarder. C'est bien le bout de la dame de trèfle qui correspond parfaitement à cette carte. Impressionnant. Donc oui, la magie existe. La magie existe réellement. On peut le dire. Merci infiniment, Sébastien. Merci à toi. Pieta, merci infiniment. On retrouve votre site internet juste en bas de cet écran. On peut également suivre toutes vos aventures sur votre page Facebook, Sébastien. C'est ça, Pieta, Instagram, etc., magicien, les réseaux sociaux. Hypnotiseur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'en ai pas les mots. Voilà, la preuve, j'arrive pas à faire ma transition. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés. C'est ainsi que s'achève cette grande première du 26 minutes plus. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci également à toutes les équipes techniques qui ont œuvré jusqu'à la dernière minute pour la conception de ce plateau.
J'ai eu peur avec le briquet parce qu'il y avait du bois. Je me suis dit, si ça flambe dès la première, on va pas être très très content. Mais voilà, merci infiniment. Voilà, ça aurait fait le buzz. Merci infiniment à toutes ces équipes. Et si vous souhaitez rejoindre les rangs de la rédaction, eh ben c'est simple, www.lorena.tv ou directement sur Messenger. Et Kevin Bressan, notre rédacteur en chef, vous répondra pour entamer l'aventure avec Lorena TV. Pour ma part, je vous retrouve le 19 octobre pour le second numéro du 26 minutes plus. Très belle soirée à vous tous et à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Vous souhaitez créer de nouveaux passages dans votre habitat, agrandir vos portes ou vos fenêtres, ou encore abattre un mur porteur ou non? Spécialiste des techniques d'ouverture, la Découpe Béton est l'entreprise qu'il vous faut pour répondre à vos différents projets de sciage et carottage, que vous soyez professionnel ou bien particulier. Contactez-nous par téléphone au 06 48 72 88 64 ou sur notre site internet www.ladécoupebéton.fr et nous étudierons ensemble la faisabilité de votre projet. Rejoignez-nous également sur Facebook, La Découpe Béton.